19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir à la une de l'actualité. La relation entre Alger et Damas, c'est une relation solide inscrite dans la continuité. Abdelmadjid Tebboune et Bachar al-Assad l'ont réitéré ce lundi lors d'un appel téléphonique. Les pourparlers de Djeddah, une lueur d'espoir pour les Soudanais qui vivent au rythme des combats entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide. Une trêve humanitaire est urgente. Nous évoquerons également dans cette édition le conflit russo-ukrainien avec cette progression des unités d'assaut russes à l'ouest de Bakhmout, une annonce faite par le ministère russe de la Défense. La Commission européenne soumet aux États membres de l'Union européenne un 11e paquet de mesures restrictives contre la Russie au moment où Gazprom annonce livrer 38,6 millions de mètres cubes de gaz malgré les nombreuses barrières économiques de l'Occident. Bienvenue à toutes et à tous si vous nous rejoignez. Retour tout d'abord sur cet appel téléphonique reçu ce lundi par le président algérien Abdelmadjid Tebboune de la part de son homologue syrien Bachar al-Assad, un appel lors duquel le président syrien a fait part de ses vifs remerciements et de son estime pour les efforts incessants consentis par l'Algérie pour permettre à la Syrie de retrouver son siège à la Ligue arabe. À son tour, le président Tebboune a souhaité au peuple syrien, frère, davantage de progrès et de force et à l'action arabe commune de parvenir à la réalisation des aspirations des peuples arabes, à la force, à la stabilité et au développement. Enfin, les deux dirigeants ont également convenu d'échanger des visites et de définir un programme d'action intensif couvrant l'ensemble des secteurs pour une consolidation continue des relations historiques privilégiées qui unissent l'Algérie et la Syrie. Et après 11 années d'absence, la Syrie fait donc son retour au sein de la Ligue arabe. Alger a multiplié les efforts afin de permettre ce retour de Damas à la place qui lui sied. La relation entre l'Algérie et la Syrie est marquée par des liens historiques profonds et une coopération active sur plusieurs volets. Elle est également caractérisée par une solidarité importante. En témoigne l'aide algérienne suite au dramatique séisme qui a secoué le nord de la Syrie en février dernier. Sofiane Barouti. La République algérienne démocratique et populaire a été au premier rang dans la défense du principe du retour de la République arabe syrienne au sein de la Ligue arabe, dont Damas est un membre fondateur. C'est dans le cadre de la présidence algérienne du sommet de l'organisation sous-régionale que la décision a été entérinée à l'unanimité. Cette dernière a été officialisée au Caire après une séquence de reprise des relations bilatérales entre Damas et plusieurs capitales arabes. Alger a en effet déployé des efforts considérables et a multiplié les initiatives dans l'objectif de soutenir l'action arabe commune dans un cadre fraternel, avec pour horizon le rapprochement des points de vue et la réalisation des aspirations des peuples de la région au développement et à la stabilité. Le sommet arabe d'Alger a été le lieu de la consécration d'un nouvel élan et d'une nouvelle dynamique régionale, centrée sur la fraternité, la solidarité et sur la défense des causes arabes. La volonté de réintégrer Damas au sein de l'organisation sous-régionale a été affirmée à de multiples reprises par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, en vertu du fait que la Syrie soit un membre fondateur de l'organisation, un État important pour les équilibres régionaux, ainsi que des liens historiques profonds qui unissent les deux États et les deux peuples. À ce propos, un lien fraternel de solidarité mutuelle imprime la relation bilatérale, ce qui a été illustré dernièrement à la suite du terrible séisme qui a frappé le nord de la Syrie et où les équipes de sauvetage ainsi que l'assistance humanitaire d'urgence algérienne a été à l'avant-garde afin d'alléger les souffrances et de soutenir ce peuple frère dans cette épreuve douloureuse. Dans ce siège, le ministre des Affaires étrangères syrien, Faisal al-Muqdad, a, à l'occasion de sa dernière visite en Algérie, réitéré les remerciements de son pays pour ce geste de fraternité, comme il a tenu à saluer vivement l'action positive de l'État et du peuple algérien, engagé résolument dans la défense des causes nobles. Le lien solide qui unit Alger et Damas est aussi étayé par le soutien syrien à la lutte du peuple algérien pour la libération face au colonialisme moribond, ainsi que par la solidarité active d'Alger qui a maintenu continuellement des relations diplomatiques avec la Syrie et a soutenu la lutte de la République arabe syrienne contre le fléau terroriste. Dans une conjoncture régionale marquée par le rapprochement entre l'Arabie saoudite et l'Iran, ouvrant de nouvelles perspectives dans un moment de bifurcation de l'échiquier géopolitique international. L'activisme volontaire de la diplomatie algérienne, sous l'impulsion du président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune,
a été à la base et à l'initiative afin de permettre le retour de Damas à la place qui s'y a à son rang dans le concert arabe des nations. L'Algérie commémore en ce 8 mai l'anniversaire des massacres du 8 mai 45 qui coïncide également avec la journée nationale de la mémoire. À cette occasion, le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a présidé une cérémonie au sein de son ministère en présence des cadres et du personnel du ministère. L'occasion pour le directeur général par intérim de la communication, de l'information et de la documentation de rappeler l'importance majeure qu'accorde le président algérien Abdelmadjid Tebboune au dossier de la mémoire et de l'histoire et à leur protection de toute falsification. C'est une séquence héroïque de l'histoire de notre peuple que ce sacrifice ultime pour la liberté de notre nation afin de briser les chaînes de l'administration coloniale inique, illustrée par de nombreux massacres extrêmes dont la mémoire nationale n'a pas fini de se défaire et dont les traces béantes sont encore sur la conscience du peuple algérien. Une journée du 8 mai 45 où un peuple s'est levé avec toutes ses tendances pour défier le joug colonial avec des manifestations pacifiques au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Pendant que les autres nations fêtaient dans la liesse le bonheur de la liberté, notre peuple, lui, en a été proscrit. Alors que ce même peuple a perdu 10 000 des siens en première ligne dans les combats. Le 8 mai est un jour fatidique pour notre conscience nationale, donnant plus de poids au 1er novembre pour la liberté et la libération totale. Cet appel lancé par l'Iran aux Occidentaux et à leur tête les États-Unis, Téhéran leur demande de montrer leur détermination politique pour relancer l'accord sur le nucléaire 5 ans jour pour jour. Après le retrait américain de ce pacte, la conclusion d'un accord est possible tant sur le plan technique que politique, explique le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanani. C'est au côté occidental d'arrêter la procrastination. L'actualité de ce lundi marquée également par la situation chaotique qui règne au Soudan et principalement à Khartoum en attendant que les représentants des forces armées soudanaises et des forces de soutien rapide trouvent un terrain d'entente. Lors des pourparlers qui se tiennent en ce moment même à Jeddah, en Arabie Saoudite, une trêve humanitaire est urgente pour le Soudan. Elle permettrait dans un premier temps l'acheminement immédiat de matériel de secours afin d'alléger les souffrances des civils soudanais. Et le bilan des victimes ne cesse d'augmenter. En plus des centaines de morts et de milliers de blessés, les affrontements au Soudan ont fait, selon l'ONU, 335 000 déplacés et 117 000 réfugiés. Ils sont des centaines à tenter désespérément au quotidien de franchir la frontière égyptienne. Neilaït Hamouda. Abandonnés à leur sort, des familles entières squattent cette mosquée de la ville soudanaise de Wadi Halfa, située à la frontière avec l'Égypte, fuyant les combats. Nous avons choisi la mosquée car elle est dans une zone visible et proche des services. Tout est à notre disposition. À quelques pas de là, dans le désert chaud et poussiéreux, et après des jours d'attente dans des conditions éprouvantes, Amna espère pouvoir passer la frontière égyptienne. Je n'aurais jamais pensé que je quitterais le Soudan, mais les circonstances nous ont poussés à partir. Nous avons quitté nos maisons sans rien. Et maintenant, nous restons ici, parce que le Soudan a été détruit. C'est pourquoi nous sommes partis. Alors que les femmes, les enfants et les personnes âgées peuvent entrer librement en Égypte, mais souvent après des jours d'attente dans des conditions de test et une frontière bondée. Les Soudanais âgés de 16 à 50 ans doivent demander un visa. Même si Wissal peut accéder de l'autre côté de la frontière, ce n'est pas le cas pour son fils, il ne faudrait pas être illégible à défaut de se voir refuser le fameux sésame. Nous sommes venus lundi dernier et je suis venue avec mon fils qui est éligible pour un visa. Il est allé en faire la demande et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons reçu aucune réponse. Beaucoup de noms sont appelés pour recevoir les visas, mais nous n'avons pas encore reçu le nôtre. Non pas parce qu'il y a un problème avec notre application, mais parce que le processus n'est pas organisé.
Pas moins de 6000 personnes soudanaises attendent leur visa à Wadi Halfa, malgré l'accélération du processus de délivrance. Le conflit en Ukraine se poursuit. La bataille fait rage autour de la ville de Bakhmout. Le ministère russe de la Défense a d'ailleurs annoncé la progression d'unités d'assaut à l'ouest de la ville ukrainienne. Sur l'axe de Donetsk, les unités d'assaut ont continué à mener des opérations offensives dans la partie ouest de la ville d'Artyomovsk, avec le soutien des troupes aéroportées qui ont gêné les forces ennemies sur les flancs. Dans la zone de la colonie de Tchassivyar, en République populaire de Donetsk, on a détruit un pont utilisé par les forces armées ukrainiennes pour tenter de fournir des munitions et de transférer des réserves à Artyomovsk. Et dans le même dossier, Ursula von der Leyen attendue demain mardi à Kiev à l'occasion de la journée de l'Europe. La présidente de la Commission européenne doit y rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Cette visite réaffirme une fois de plus le soutien indéfectible de l'Union européenne à l'égard de l'Ukraine. Demain, la présidente von der Leyen sera à Kiev, où elle rencontrera le président Volodymyr Zelensky et réaffirmera le soutien indéfectible de l'Union européenne envers le pays. Comme vous l'avez bien sûr remarqué, cette visite aura lieu le jour de la journée de l'Europe. Dans ce contexte, nous saluons chaleureusement l'annonce du président Zelensky selon laquelle le 9 mai sera désormais célébré comme la journée de l'Europe en Ukraine. La Commission européenne qui, par ailleurs, a soumis aux États membres de l'Union européenne un 11e paquet de mesures restrictives contre la Russie destinées à éviter le contournement des sanctions européennes. Cette proposition de sanctions vise 541 sociétés, dont 526 russes, et comprend pour la première fois 8 compagnies chinoises et de Hong Kong accusées de réexporter des biens sensibles vers la Russie. Et en attendant, la Russie poursuit ses livraisons de gaz à l'Europe via l'Ukraine par la station de Soudja. Le groupe énergétique russe Gazprom a annoncé livrer 38,6 millions de mètres cubes de gaz malgré les nombreuses barrières économiques imposées par les Occidentaux. Les détails, Mohamed Oli Ben Shaban. Malgré les sanctions et la perspective des embargos, la Russie continue d'exporter massivement ses matières premières énergétiques à l'Europe via l'Ukraine, source cruciale de revenus pour le Kremlin. Une manière de peser sur l'économie de vieux continent, secouée par une sévère crise énergétique, mais aussi une vague inflationniste. L'énergéticien Gazprom compte expédier ce lundi plus de 38,6 milliards de mètres cubes de gaz vers l'Europe par la station de Soudja. La veille, le volume de transit s'élevait à 39,3 millions de mètres cubes uniquement. Gazprom fait transiter le gaz russe à travers l'Ukraine en quantité, confirmée par la partie ukrainienne via la station de Soudja, soit 39,3 millions de mètres cubes pour le 7 mai. La demande de pompage via Sokhranovka a été rejetée. Pour Moscou, les exportations d'énergie fossile à travers l'Ukraine restent la seule voie d'acheminement du gaz russe vers l'Europe occidentale et centrale, le pompage via le gazoduc Nord Stream étant à l'arrêt. Depuis le début du conflit russo-ukrainien, l'Europe a réduit ses importations de gaz russe pour se tourner vers d'autres sources d'approvisionnement. Après plus d'une année de conflit, certains pays européens restent tout de même très dépendants des hydrocarbures russes. Sport football, les amoureux du ballon rond ont rendez-vous demain, mardi et mercredi en soirée avec les demi-finales de la Ligue des champions d'Europe. Pour cette première partie, le Real de Benzema affronte Manchester City. L'édition de cette année a sa spécificité. Les Algériens, Mahrez à City et Ben Nasser au Milan AC, peuvent rêver de sacre 36 ans après. Rabah Madjer avec le FC Porto, c'était en finale face au Bayern Munich, Salah Faisal. Beaucoup de joueurs algériens ont disputé la Ligue des Champions, mais un seul a remporté le sacre. L'ancien attaquant du FC Porto, Rabah Madjer, et sa talonnade magique en finale de Vienne contre les Allemands du Bayern Munich.
En 2023, tout est réuni pour voir notre Fennec soulever la coupe aux grandes oreilles. 2 Algériens en lice, chacun se bat de son côté. Le rêve est d'atteindre la finale de l'Atatürk Stadium le 10 juin. Mais d'abord, il faut gagner la bataille du dernier carré qui oppose Manchester City de Mahrez au Real Madrid, un remake de la demi-finale de la saison écoulée. La deuxième affiche le grand derby de la Madonnina, l'AC Milan de Benasser contre son rival éternel, l'Inter de Milan. La première manche se jouera cette semaine. Ce mardi, le champion en titre, le Real Madrid, affrontera Manchester City au Bernabéu. C'est la 10e demi-finale des Espagnols au cours des 12 dernières années. Les hommes du président Florentino Pérez compteront sur leur expérience et leur histoire. 14 Ligues des Champions face à un club anglais qui n'a jamais gagné la compétition. De l'autre côté, les hommes de Pep Guardiola semblent plus que jamais prêts. Les Sky Blues sont impressionnants. Guardiola a des armes à tous les niveaux. Le Viking Erling Haaland est tout simplement inarrêtable. Le Norvégien est une machine. Haaland est déjà devenu le joueur le plus rapide à atteindre les 35 buts en Ligue des Champions en seulement 27 matchs. Haaland a marqué 12 buts cette saison. Ce qui est sûr, c'est que l'Italie aura un représentant en finale de la Ligue des Champions, puisque la deuxième demi-finale se décidera à Milan. Le derby de la Madonnina, l'AC Milan 6e et l'Inter 7e de la Serie A s'affronteront lors de l'Euro Derby. Pioli face à Inzaghi. Cette saison, les deux équipes se sont déjà rencontrées à 3 reprises lors des 2 matchs de championnat. Le premier a été remporté par Milan 3-2, tandis que le second par l'Inter 1-0. Les Nerazzurri ont également remporté la Supercoupe d'Italie en janvier dernier sur un score sans appel de 3-0. Les deux formations se sont rencontrées à 4 reprises en Ligue des Champions. Les rossoneri ont toujours réussi à se qualifier au prochain tour, demi-finale de la Ligue des Champions de 2003 et le quart de finale de 2005 où Milan a perdu la finale de l'édition à l'Atatürk Stadium. Pour gagner la demi-finale de la Ligue des Champions, il faut avoir l'esprit, la solidarité, l'enthousiasme, le mental, l'envie, la rage de vaincre et de la générosité sur le carré vert. Et avant de clore cette édition, zoom sur le secteur du BTP. Il retrouve des couleurs partout dans le monde. Après 2 années de crise en raison du Covid-19, l'Algérie compte désormais faire de cette activité l'un de ses arguments de poids pour promouvoir les exportations hors hydrocarbures et attirer de nouveaux investissements étrangers. Khalden Batash. Tous les opérateurs économiques vous le diront, quand le bâtiment va, tout va. C'est dire l'importance stratégique de ce secteur dans le monde. Foudroyé par la pandémie du coronavirus, le BTP amorce la reprise. En Algérie, le secteur compte désormais se tourner vers le renforcement des capacités de production locale pour gagner en attractivité, notamment auprès des investisseurs étrangers. Rien qu'aux matériaux de construction, le pays vise un chiffre d'affaires de 1,5 milliard de dollars. Donc notre objectif, c'est de produire localement. Aujourd'hui, on a pu intégrer le logement à hauteur de 70% avec nos propres matériaux. Donc, et on va, dans cette devise, d'aller accentuer l'intégration du logement avec une production locale, parce que ça a été toujours notre devise de produire localement les matériaux de construction et pallier à l'importation des matériaux de construction. Des investisseurs étrangers présents en grand nombre au salon Batimatech 2023. Les atouts du marché sont de taille. À l'heure où le prix de l'énergie remet en question l'hégémonie mondiale dans ce secteur, l'Algérie compte jouer crânement ses nombreuses cartes. Nous, avant le Covid, nous avions déjà prévu d'investir en Algérie. Malheureusement, la personne que nous avions choisie est décédée. Mais c'est un discours qui, je crois, qu'il faut encore en tenir compte. Je crois qu'en Algérie, on doit arriver au point où on produit au moins une partie des centrales. Ça, c'est l'objectif que nous avons. On verra si on peut le réaliser. À travers notre présence en Afrique, nous avons constaté que le marché algérien est très important pour notre société et pour d'autres entreprises turques. Et j'en veux pour preuve le nombre important qui participent à ce salon. Avec des perspectives de croissance estimées à 5,3% en 2023, le BTP algérien s'insère dans l'approche économique globale du pays qui consiste à promouvoir les exportations hors hydrocarbures et contribuer ainsi à réduire la facture des importations. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. À demain.